des djihadistes dans le sud-ouest du pays. Trop simpliste selon le journaliste et chercheur Sedi Kaba, fondateur du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Il est l'invité de Décrypter l'Afrique et nous parlera également des persécutions dont il fait l'objet de la part de ce qu'il considère comme la barbouzerie française. Bonjour Sédic. Bonjour. Alors tu as bondi de ta chaise en lisant l'analyse du quotidien Libération sur la nationalisation des mines d'uranium nigériennes. Pourquoi ? Non, parce que le présenter comme ça, c'est vraiment faire de la caricature. La nationalisation est l'aboutissement d'un processus dans lequel le Niger et Orano se sont engagés. Parce que depuis l'avènement des militaires le 26 juillet 2023, il y a la recherche d'un nouveau rapport de force entre Orano et le Niger. Parce que quand on remonte à l'histoire de l'uranium du Niger, lorsque, en 1967, le président de Gaulle et le président Amani Diori conviennent de ce que le Niger garantisse l'accès privilégié à son uranium, en contrepartie, la France devait accorder une aide au développement exceptionnel au Niger. C'est-à-dire que, dans la pratique, le Niger devrait être mieux aidé que le Cameroun, devrait mieux aider que la Côte d'Ivoire, mieux aider que le Sénégal, en échange de l'accès à l'uranium, ce qui n'est jamais arrivé, mais on ne va pas refaire l'histoire. Il s'est construit en février 1968, la première société qu'on appelle la Somaïr, qui a fait l'objet de la nationalisation. Et dès le départ, le Niger avait souhaité que la Somaïr s'installe au Niger parce que l'uranium se trouve au Niger, la mine. Quel est son siège social au Niger? Quel est son siège social? Mais la France avait imposé à l'époque que la Somaïr s'installe ici, avec une représentation à Niamey où se trouve l'uranium. Et en 1971, l'exploitation avait commencé avec, tenez-vous bien, une part d'environ 64%, il y a un peu moins de 64%, en tout cas on peut arrondir à 64%, à l'époque, c'était pas Orano ni, c'était le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est par la suite devenu Areva, qui est aujourd'hui Orano, et le Niger n'avait que 36%. Donc l'exploitation s'est faite comme ça, et pendant une longue période, dans le communiqué, il est dit, c'est la France, Orano, Areva, qui vendait la part du Niger, et c'est à partir de la création de la Sopamine par le président Tandja que le Niger a repris main sur la part qui lui on était dans les années 2000. On était en 2000, dans les années 2009-2011. Et c'est à partir de ça que le Niger a commencé réellement à vendre sur l'uranium. Mais quand les militaires sont arrivés après le coup d'État, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Qu'il y ait une attaque ou pas, il y avait cette perspective de nationalisation parce que il y a une volonté dans l'ensemble de l'AES et au Niger aussi, de reprendre l'AES des États du Sahel, de reprendre la main sur les mines en termes de souveraineté, parce que les rapports avec les multinationales étaient des rapports totalement déséquilibrés et les contrats étaient des contrats léoniens. Donc on ne peut pas présenter ça comme quelque chose qui est venu ex nihilo. Il s'agit d'un processus au cours duquel le Niger a cherché à rééquilibrer des relations qui sont des relations absolument déséquilibrées. Est-ce qu'il est normal, je le dis à vous, Théophile Kouamo, je dis aux téléspectateurs qui nous regardent, que le Niger soit aujourd'hui dans une situation où le taux de personnes qui ont accès à l'électricité est moins de 30%, alors qu'il a produit pendant 50 ans de l'uranium qui a servi à électrifier la France, puisque la France, son électricité est principalement d'origine nucléaire. Donc, la France aurait pu accompagner le Niger dans son accès à l'électricité, dans son accès dans le transfert de technologie. Il a fallu pendant très longtemps pour que les Nigériens apprennent. Même l'accompagnement qu'on devait apporter, le transfert de technologie, n'a pas été fait. Je ne parle pas d'autres détails. Donc, c'est dans ce contexte-là, de rapports déséquilibrés, de recherche de rapports de nouvel équilibre entre la France et entre Orano et le Niger, puisque Orano est détenu à 90%. Il y a autre chose aussi, à côté de ce qu'on vient de dire. On a entendu dire que l'uranium du Niger ne sert à rien. En 2022, un an avant le coup d'État, le Niger a fourni 17 160 tonnes à la France d'uranium. Il était le deuxième fournisseur après le Kazakhstan.
Ça représente environ 20%. On va revenir dessus, mais qu'est-ce qui, à ton avis, justifie la tentation, disons, d'anecdotiser, si on peut dire, la décision des autorités du Niger? On rappelle qu'il y a eu un coup d'État au Niger, que les autorités du Niger sont des autorités de fait, c'est une transition militaire. Qu'est-ce qui justifie cette volonté d'anecdotiser? Oui, il y a une volonté d'anecdotiser comme une volonté de sous-évaluer l'importance en disant que la France n'a plus besoin de l'uranium du Niger, il y a d'autres fournisseurs. Ça s'inscrit dans cette dynamique de minimisation, de crédibilisation de la revendication du Niger. On veut donner l'impression que la revendication n'est pas légitime, que les Nigériens ne devaient pas poser le problème de rééquilibrer et que s'ils le font, parce que par le passé aussi, ça a été comme ça. Le président Diori Amani s'est battu jusqu'à sa chute pour que la France rééquilibre simplement le prix d'achat de l'uranium. Elle ne l'a pas fait. Je crois qu'il y a une posture un peu verticale qui amène à considérer qu'une revendication venue d'une ex-colonie ne pourrait pas être légitime. C'est un peu folklorique, comme ce qu'on a appelé le sentiment anti-français. Alors qu'il s'agit de revendications qui vont au-delà du simple sentiment, qui posent des questions de fond qu'on devait aborder.